bienvenue au Pandémonium. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Du coup, je vous conseille de vous installer confortablement, de vous entourer d'un bon plaid bien douillet, d'une boisson chaude, un café, un thé ou pourquoi pas un bon chocolat chaud avec des marshmallows. Bref, installez-vous et surtout, n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Alors pour aujourd'hui, on va se diriger tranquillement vers le manoir du mystère, ou encore surnommé le manoir des brumes. Alors ce fameux manoir qui se situe dans l'Eure et non loin de Bouchevilliers, au creux d'un somptueux parc qui est bordé par le petit fleuve l'Epte. Il est aussi à 2 pas du château de Gisors, lui-même un haut lieu de l'occulte. Nous revenons du coup à notre très cher petit manoir, le manoir de Sainte-Geneviève des Brumes. Ce manoir est réputé pour être hanté depuis des siècles. Alors, je vous conseille de m'accompagner et surtout de ne pas vous éloigner. Franchissons le portail de ce superbe logis du XIIe siècle qui est niché au cœur d'une nature généreuse et verdoyante, comme c'est l'être la région de l'Eure. C'est aussi l'occasion de plonger dans ce qu'on pourrait appeler un véritable havre de paix. Première vue de l'endroit, malheureusement, cette ancienne commanderie templière est malheureusement hantée. Alors, ce manoir serait-il maudit ? La plupart des villageois l'affirment et vont jusqu'à leur dire qu'il est hanté encore par des moines, mais pas n'importe quel moine. Selon les témoins du village, le manoir de Sainte-Geneviève des Brumes est un endroit qui serait du coup maudit. On aurait pratiqué la magie noire et la sorcellerie pendant longtemps et à de nombreuses reprises. Ce qui aurait laissé, paraît-il, des stigmates dont la plupart des propriétaires en ont fait les frais. Il est vrai qu'on est quand même, je vous le rappelle, sur les terres normandes, qui fut longtemps le fief de prédilection des moines soldats à la Croix-Rouge. On parle bien des Templiers, puisque Thibaut de Payen, protecteur de Gisors, était le fils d'Adélaïde, qui n'était autre que la sœur d'Hugues de Payen, le premier grand maître de l'ordre du Temple. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce manoir ? Dans ce manoir, on peut entendre des coups à frapper aux portes de façon extrêmement violente. À toutes les portes, peu importe. Les tintements de cloches qui peuvent être entendus à l'intérieur comme à l'extérieur, mais principalement à l'intérieur des greniers, qui apparaissent et qui retentissent pendant un moment et finissent par s'évanouir dans le silence. Il y aurait aussi un souffle glacial qui émanerait de certains murs et qui serait, d'après certains, le témoin de la présence de ces fameux Templiers, dont l'écho de leur martyre résonnerait encore dans les murs 7 siècles plus tard. On y verrait aussi un sarcophage. Un sarcophage qui apparaîtrait en plein milieu du parc, particulièrement du côté nord. Elle serait là ce serait l'endroit le plus hanté. Alors, on pourrait s'y promener et d'un coup apercevoir un énorme tombeau, un cercueil qui, d'après certains, ne serait autre que chose qu'un sarcophage égyptien, qui, une fois qu'on essaye de s'approcher pour le voir de plus près, disparaîtrait immédiatement. Outre l'effet de ces énormes coups sur les portes, à n'importe quel moment, même si la plupart du temps, les villageois affirment que c'est essentiellement quand la nuit est tombée ou quand la brume qui remonte du fleuve vient recouvrir la région et principalement le parc. C'est à ce moment-là l'instant propice pour apercevoir ou entendre ces fameuses cloches ou coups sur la porte. Et là, on y verrait aussi une femme. On y verrait une femme à l'intérieur avec un aspect
inquiétant, un visage assez blême, voire décharné, qui, quant à elle, glisserait à travers les portes des chambres. Évidemment, lorsqu'on ouvre la porte, elle disparaît. On ne la retrouve pas. Et elle ferait ainsi le tour du manoir, passant de porte en porte, de mur en mur, sans faire aucun bruit. Le souffle glacial, lui, quant à lui, envahit les pièces d'un coup. Et principalement la grande salle. Il passe par la grande salle, semble vouloir s'engouffrer vers l'escalier pour finir par envahir le premier étage. Là où on entend aussi assez régulièrement ces fameuses cloches qui viendraient, certains disent du grenier, d'autres disent les avoir entendues, même à l'extérieur. Les personnes témoignent, particulièrement un braconnier qui visitait le parc la nuit. Il aurait lui aperçu ce fameux cercueil, donc le sarcophage égyptien, qui lui est apparu d'un coup et qui se serait évaporé quand il aurait essayé de s'en approcher. D'autres disent l'avoir vu aussi dans le couloir de la maison, mais aussi à l'endroit où se dressait avant le moulin. Il y a aussi certains qui affirment avoir vu, et aussi le jour comme la nuit, des personnes qui se promèneraient notamment au bord de fleuve de l'Epte. On y verrait des silhouettes de 3 moines avec leurs typiques vêtements blancs marqués d'une croix écarlate. Et évidemment, dès qu'on les aperçoit, si jamais on tente de s'approcher, ils s'évaporent comme le sarcophage. Alors, mais qui sont donc tous ces résidents clandestins qui troublent la quiétude de ce manoir? Ces résidents qui semblent s'être frayés un chemin par les ténèbres et le brouillard. Certains avancent que ce seraient les malheureuses victimes du massacre des chevaliers du Temple. Alors, pour vous remettre un petit peu de contexte, je vous emmène à la date du 18 mars 1314. C'est la date qui marque la fin de 7 ans de procédure. Quand on dit procédure, on sous-entend surtout des tortures, des infamies et tout ce qui s'ensuit. Bref, un véritable bras de fer a opposé le roi Philippe IV le Bel et les puissants templiers, notamment le chevalier de l'ordre Jacques de Molay, grand maître du Temple, ainsi que Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie. Ces 2 personnages ont été arrachés de leur geôle dans laquelle ils croupissaient après quelques séances de torture. On les a jetés manu militari dans une charrette et traînés sur l'île aux Juifs face au jardin du palais de la Cité, où ils ont été tout simplement brûlés vifs. Alors, tandis qu'avant, les moines guerriers prenaient rang parmi les princes de sang, du jour au lendemain, ils ont été brutalement accusés d'hérésie, de sacrilège, de sorcellerie, voire de sodomie. Les héritiers et les continuateurs des sciences orientales qu'ils auraient découvertes durant leur long séjour en Terre Sainte. L'ordre a aussi accumulé une énorme fortune, notamment par la voie de ses opérations bancaires. Et effectivement, ils ont inventé la banque moderne. On y retrouve du coup les commanderies, comme notre manoir, qui servaient de coffre-fort et de lieu de dépôt. Mais pas que. Ils recouvraient aussi les dettes, assuraient le transport de fonds et ils ont inventé les chèques, puisqu'ils diffusaient les chèques sous forme de lieu de change. Alors évidemment, autant de fortune ne fait qu'attirer à la convoitise. Et notre cher roi Philippe le Bel était totalement désargenté, au point qu'il était réduit à produire de la fausse monnaie. Donc, en inaugurant la première opération de police de l'histoire de France, il a fait arrêter tous les Templiers le même jour, le vendredi 13. Et évidemment, la commanderie de notre manoir n'échappe pas à la règle. Cette arrestation, le 13 octobre, a donné lieu à des interrogatoires sous la surveillance des hauts commandements de l'Inquisition. Les inculpés, nos Templiers, défilent les uns après les autres. Ils sont torturés et ensuite jetés au cachot. Je rappelle qu'ils ont été du coup accusés de vénérer, entre autres,
des idoles, un spécial coucou à Baphomet, de pratiquer de la sorcellerie. Tout ça, ils l'auraient rapporté de l'Orient au retour de leur croisade. À l'instar des grands maîtres qui, du haut de leur bûcher en flammes, maudissaient ces bourreaux, les moines rouges de Sainte-Geneviève auraient-ils lancé l'anathème sur tous leurs assassins? Et est-ce que ce ne serait pas leur âme qui continuerait à hanter le lieu du supplice? Cela pourrait expliquer aussi qu'ils refusent de partir 7 siècles après. Je rappelle qu'on a entendu des coups forts sur les portes et pas mal d'apparitions de moines a été rapporté au niveau du parc. Alors, entre le sarcophage, ces apparitions, le seul mystère demande surtout cette femme. On ne sait pas, peut-être une ancienne de l'Orbonne ou quelqu'un qui a essayé de les protéger, qui est du coup elle aussi morte sous leur torture. On continue à dire que ce sont les Templiers qui ont marqué à jamais le lieu de ce supplice. Certaines hypothèses vont jusqu'à se demander si cette commanderie n'a-t-elle pas été transformée pendant un temps en bûcher, et est-ce que c'est pour cette raison-là qu'elle garde ce souvenir de ces horreurs. Alors, je vous conseille d'aller faire un tour, mais si vous voyez que la brume commence à envahir les lieux, je vous conseille de fortement vous éloigner si vous n'avez pas envie d'entendre les cloches et de voir apparaître 3 moines templiers escorter un sarcophage. J'espère que cette petite courte histoire vous a plu. Je ne vous quitte pas tout de suite, restez avec moi. On va se plonger dans mes histoires paranormales directement. Alors, je vous remets dans le contexte. Moi aussi, il m'est arrivé des choses un peu bizarres et je vais vous en partager quelques-unes. Chaque année, je partais en vacances toujours au même endroit, c'est-à-dire la maison familiale en Espagne. Cette maison est neuve. Elle a été construite lorsque j'étais à peine bébé. Donc, pas d'histoire de maison qui aurait connu. Non. Les murs sont en soi vierges de tout souvenir. Le terrain peut-être beaucoup moins. J'ai le souvenir précis de cette matinée-là, car ça a été un matin que tout a commencé. J'étais très petite, je devais à peine avoir 5-6 ans en gros maximum, et j'avais été très malade. Ma mère m'a toujours dit que j'avais eu cette nuit-là une forte fièvre. C'était pour elle la seule explication qu'elle essayait de trouver à ce qui m'était arrivé. Je me suis réveillée, et moi dans ma tête, je me suis réellement réveillée car j'étais en train de rêver. Je me suis réveillée en hurlant de terreur parce que j'avais fait un cauchemar. Mon cauchemar, pour une enfant de cet âge-là, c'était quand même flippant. Imaginez que vous voyez devant vous des têtes, mais alors pas des têtes sympas, des têtes totalement décharnées, putrides, souffrant, la bouche ouverte comme si elle hurlait, et ça défilait devant moi et ça s'arrêtait devant moi en hurlant, et c'était non-stop. J'ai ouvert les yeux et ma première réaction a été de tourner ma tête vers le lit de ma maman qui dormait dans ma chambre. Comme j'avais été malade, elle était restée à dormir sur le lit de mon frère juste à côté, lui dormait dans une autre pièce. Et en ouvrant les yeux, j'ai revu cette tête-là sur l'oreiller de ma mère. Enfin, c'est l'explication qu'elle m'a donnée. Pour moi, j'ai ouvert les yeux et j'ai continué à voir cette tête-là. Alors oui, petite précision, je suis une aveugle. Je suis totalement myope, non. Je suis carrément myope. Donc, quand j'ouvrais les yeux sans mes lunettes, je ne distinguais rien du tout. Rien de détail. Donc, juste des formes. Malheureusement pour moi, l'oreiller de ma maman était rempli de fleurs. Et en ouvrant les yeux, elle me dit que c'est le tissu fleuri qui s'est transformé en forme et qui m'a fait peur. Ça, c'est le raisonnement d'une maman qui essaie de rassurer sa petite fille. Mais du coup, s'en est suivi que je ne pouvais plus rester toute seule dans cette maison. À chaque fois que je posais mon regard sur un tissu fleuri,
Ouais, on revient à ce fichu tissu de fleurs, n'importe lequel, je voyais ces têtes-là, je les revoyais danser vers moi et me faire des grimaces. Nous avons dû couvrir la plupart des chaises en tissu et on évitait d'utiliser des draps à fleurs dans la chambre où je dormais. Ça, c'est juste un petit détail et ça a duré des années. Ah bref, ça encore, c'était pas le pire. Le pire, c'est que je n'ai jamais pu rester pendant des années seule dans cette maison sans avoir une peur terrible. Mais quand je dis une peur terrible, c'est que ça me prenait l'estomac et que j'avais envie de hurler. Dès que je me retrouvais seule, j'entendais tout, des bruits, des voix, et surtout, j'avais toujours cette impression affreuse d'avoir quelqu'un qui vous suit derrière, quelqu'un qui vous observe, de ne jamais être seul. Je n'ai jamais eu cette sensation enfant d'être seule dans cette maison. Même quand il y avait du monde, sauf quand il y avait du monde, forcément, on arrive facilement à ne plus se focaliser sur cette sensation-là. On est des enfants, on ne raisonne pas comme les adultes et on se laisse facilement happer par nos ressentis. Donc pendant des années, il a été extrêmement difficile. Et le souci, c'est que au départ, c'était que dans cette maison. Petit à petit, plus je grandissais, plus cette peur de rester seule a commencé à m'envahir et c'était n'importe où. Donc, difficile de me laisser seule quelque part. Évidemment, je restais seule. Évidemment, j'avais mes trucs, je mettais la télé, je me collais toujours le dos contre un mur, face de la porte. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à dormir dos à la porte. Bref, on a tous nos petits trucs quand on est enfant pour se rassurer. Et j'ai grandi comme ça, avec cette peur de la maison. Surtout la nuit, évidemment, car la nuit, on voit beaucoup moins bien. Et j'entendais des bruits. Après, c'était une très grande maison qui résonnait, qui faisait du bruit. Me disait mon oncle qui n'est plus là, elle s'assoit, elle vit. C'est normal que tu entendes du bruit, cette maison vit. Pourtant, pour moi, il y avait quelque chose, mais elle vivait, mais pas dans le même sens. Bref, en grandissant, petit à petit, j'ai réussi à accepter cette peur-là et à vivre avec. Et un jour, je devais avoir une petite dizaine d'années, j'ai pris mon courage à deux mains et au lieu de suivre ma mère comme une véritable ombre, je suis allée jouer dans le salon toute seule à 10 ans. Ouh là là. Bref, j'étais en train de jouer tranquillement, mais bien sûr, j'étais pas dans un coin. J'étais en face, comme je dis, en face de la porte où je voyais le couloir et l'escalier. À un moment donné, je suis en train de jouer, je m'arrête. Et dans ma tête, ça je m'en souviens très très bien, et dans ma tête j'ai eu cette pensée-là. Surtout, on ne lève pas la tête, il y a quelque chose qui te regarde. C'est ce quelque chose qui te regarde qui vit. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien tout le contraire. Et là, j'ai levé la tête et j'ai vu. Alors je pense que mon esprit a essayé de rendre ça plus ou moins normal, ou de donner une explication à la vision que j'ai eue. J'ai vu un truc blanc. Alors avec les années, j'aurais plutôt tendance à le matérialiser comme un petit fantôme sympathique, blanc, mais j'ai vraiment vu une lueur blanche, quelque chose, un spectre, je ne sais pas. En tout cas, c'était blanc, c'était en train de descendre les marches, ça s'était arrêté, je sais exactement à quel endroit je pourrais me positionner dans ces escaliers. Ça s'est arrêté là et ça m'a regardé. J'ai pas le souvenir qu'il y avait des yeux, mais je sais que ça m'a regardé. Bref, j'ai senti mon cœur se mettre à battre à 1000 à l'heure, mon estomac se nouer, je pouvais à peine respirer, je me suis levée en me disant « Tu es en train de rêver, ce sont des conneries ». Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc je suis allée discrètement mais très rapidement retrouver ma maman qui était dans le lavoir en train de nettoyer. Et je suis restée un moment là, puis ma mère me dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que tu veux ? Bon Claire, t'es gentille gamine, mais est-ce que tu peux aller jouer ailleurs ? Je suis en train de faire le ménage. » Bref, évidemment,
j'ai voulu raconter ce que j'avais vu à ma mère. Je l'ai raconté d'une façon très rigolote, du style « Oh là là, tu sais pas ?» Elle m'a regardée, elle m'a souri, elle m'a dit « T'as une imagination de dingue, arrête de dire des bêtises et retourne jouer ou file-moi un coup de main. » Voilà. Ma mère était assez rationnelle. Elle cherchait toujours à trouver une raison à tout, comme à mon cauchemar avec les têtes volantes. Pour elle, c'était simple. Tu avais de la fièvre, tu es myope, tu as ouvert les yeux. Comme tu étais malade, ton cerveau a relié les fleurs au cauchemar et ainsi de suite. Bref, j'ai donc vécu avec cette peur au ventre quand j'allais là-bas pendant des années. Est venu le moment où je suis devenue adulte et on réfléchit plus pareil. Je ne faisais plus de cauchemars, je commençais à m'habituer à cette peur, elle faisait partie de moi, je suis quelqu'un d'assez résilient et finalement au bout d'un moment j'accepte les choses telles qu'elles sont. En même temps j'ai grandi avec cette peur donc je pensais que ça faisait partie de moi-même. Malheureusement, est arrivée une année où ma mère est partie s'installer pendant les vacances pour s'occuper de mon grand-père qui était malade. Et du coup, elle dormait là-bas aussi afin de soulager ma grand-mère. Elle me disait souvent, si je voulais rester dormir là-bas, je pouvais. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, j'avais 18-19 ans. Bon, on avait plus envie d'être un peu indépendant et de profiter de la maison et de jouer au grand. Donc souvent je disais non, je retourne. Je retourne dormir à la maison. La première nuit a été fantastique. Enfin, la première soirée. Donc au départ je dormais chez ma grand-mère, mais j'avoue que c'était un peu particulier de dormir dans une chambre où on est entouré du Christ au-dessus de sa tête. Je vous rappelle que c'était en Espagne, donc j'avais un Jésus au-dessus de ma tête, un Marie qui était posé sur la table de nuit à droite, et Jésus à gauche. Voilà. Et bizarrement, ça, c'était plus oppressant que avoir peur dans la baraque. Donc bref, je me suis dirigée comme une grande en fin de soirée vers ma maison. Je ne suis pas y aller seule. J'ai pris avec moi l'ange gardien capable de faire peur à tout le monde, Gypsy, mon bichon maltais de 4 kilos. Donc voilà. Je suis rentrée dans cette... Alors il faut dire que pour rentrer chez moi, on rentre par la porte du garage. La maison est sur plusieurs étages. Quand on rentre par la porte du garage, on est face au garage qui est totalement sombre, en particulier la nuit, évidemment. Donc il faut se diriger assez rapidement et tâtonner pour trouver l'interrupteur et allumer la lumière. Chose que je faisais. Donc déjà en ouvrant la porte, je commençais par me convaincre que tout irait bien et surtout par parler à cette fichue baraque. Je lui parle depuis que je suis adulte en fait. Enfin non, depuis que j'ai 16-17 ans. Je parle à cette maison quand j'étais toute seule là-bas. Donc je dis bonsoir à la maison et je commence à lui dire « Commence pas à m'ennuyer ma cocotte, j'ai envie de passer une soirée tranquille. » J'ouvre l'interrupteur du garage, je ferme la maison à clé, j'ouvre la deuxième lumière qui éclaire les escaliers et je lâche ma chienne pour qu'elle monte tranquillement de son côté. Je referme mon petit portillon en bois et je me concentre sur les marches avec cette sensation, comme d'habitude, d'avoir quelqu'un derrière moi. Plus je monte les marches dans cette maison en sachant qu'elle fait 4 étages, qu'elle est dans le noir total et que c'est assez oppressant comme situation. Je suis seule. Il est 23h, on est en semaine, il n'y a pas un bruit dehors. Pas un bruit non plus dedans. Et je suis en train de monter pour arriver au premier étage. Et me voilà qu'à mi-chemin, je m'arrête et de nouveau, cette maudite pensée me traverse l'esprit avec le « ne regarde pas vers le haut de la cage d'escalier, surtout ne lève pas la tête ». Je me suis arrêtée, oui, je me suis arrêtée.
la main posée sur la rampe d'escalier et je me suis dit, est-ce que je regarde ou est-ce que je regarde pas? Est-ce que je fais comme je faisais souvent, foncer, allumer les lumières, allumer la musique ou la télé et allumer toute la maison. À l'époque, je commençais déjà à m'intéresser à tout ce qui est fantômes, sorcellerie, etc., etc. J'étais une grande friande, et depuis gamine pourtant, paradoxalement, de tout ce qui est histoire de fantômes, d'esprits, de hantises, de maisons hantées. Donc, je me pose 2 secondes et finalement, je prends l'agréable décision de lever la tête. Alors évidemment, je pense que la plupart des gens, vous allez me dire, et évidemment, tu avais quelque chose. Et oui, j'ai levé la tête et tout en haut, j'ai vu de nouveau une espèce de tête décharnée, hurlante. Là, rien que d'en parler, ça me refait des frissons. En fait, j'ai de nouveau peur, en fait, rien que de me remémorer cet instant-là. Parce que ça a été quelques secondes hyper flippantes. J'ai regardé, j'ai poussé littéralement un cri et j'ai couru pour allumer la lumière du premier étage. Par contre, ça m'a mis énormément en colère. Cette nuit-là, cette soirée-là, ça a été la soirée de trop et j'en ai eu ras-le-bol, littéralement. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai allumé toutes les lumières de la maison et j'ai commencé tout simplement à invectiver cette chose-là, ce que j'avais vu, ce que je pensais être là, je ne sais pas, j'ai jamais su, je ne saurais sûrement jamais, peut-être un jour, bref. Et j'ai commencé à hurler, je commence à en avoir marre, ça fait des années que tu me pourris la vie, que tu me fais peur, je te dis maintenant que j'en ai marre et je t'ordonne littéralement de te casser de ma maison. J'ai hurlé, casse-toi, dégage, je t'interdis de revenir, je ne t'autorise plus à rester ici, je me réapproprie ma maison. Vous pouvez rigoler, je devais avoir l'air tout simplement d'une dégénérée mentale. Et j'ai fait toutes les pièces de la maison. C'est-à-dire que je suis allée du salon, de la première chambre, du premier étage, de ma cuisine, jusqu'à la salle de bain. J'ai monté les escaliers, toujours en hurlant, en lui disant « Maintenant, je t'ordonne de quitter les lieux et de ne plus jamais y revenir ». Et j'ai ainsi fait mon 2e étage, j'ai le 3e étage et le 4e étage qui est la terrasse. Et j'ai tout allumé et je suis restée un moment sur ma terrasse à observer le village, à écouter le village endormi et à prendre possession de ma maison. Et je suis redescendue en éteignant la lumière tranquillement sans avoir cette sensation d'être suivie. À partir de ce moment-là, cette maison ne m'a jamais plus effrayée. Je n'ai jamais plus eu cette sensation. Il m'est arrivé des fois de me faire peur moi-même, mais je n'ai plus cette sensation angoissante qu'il y a quelqu'un de malveillant. Je dis bien quelqu'un de malveillant, parce que je pense qu'il y a du monde dans ma maison, mais ils ne sont pas malveillants. Donc, il n'y a plus cette personne, cette chose, ces souvenirs, je ne sais pas, de malveillant dans cette maison. Je me suis réapproprié la maison, je continue à lui parler et je continue à pouvoir y passer des nuits en solo. Évidemment, je me fais mes frayeurs car immanquablement, je me souviens de cette nuit-là et immanquablement, je me fais flipper des fois le soir. Bref, voilà. Ça, c'est la première chose quand même qui m'a marquée. Parce qu'il faut dire que même gamine, en fait, dès que je me retrouvais quelque part toute seule, j'avais cette sensation que quelqu'un était derrière, cette sensation qu'on me parlait, qu'on me chuchotait, comme si j'avais une présence derrière qui me chuchotait des choses en fait. Il m'est aussi arrivé un truc, toujours là-bas, on va rester là-bas parce que c'est rigolo. La même année, évidemment, la même année, comme je dis, j'étais passionnée de ce type d'histoire. J'avais un ami avec qui on traînait souvent quand il finissait son travail.
Et voilà, on parlait de tout et de rien. On allait faire un petit tour, prendre un verre, se regarder des films, bref. Et un jour, on était tranquillement, je pense qu'on devait être chez moi, je me souviens plus. Ou chez lui, enfin bon, bref. On était en train de discuter, en train de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Le lendemain, elle ne travaillait pas, donc du coup, on n'était pas prêt, on n'avait pas d'heure de retour forcé. Il faisait bon, on était en août, il faisait chaud, il faisait très très agréable, il n'y avait presque pas de vent, et on commence à parler de faits paranormaux, d'histoires, etc., etc. On en vient, il me dit en rigolant, il me dit « Chiche, que tu ne serais pas capable de venir avec moi siroter une petite bière au pied du cimetière. » Évidemment, j'ai dit chiche, on y va. Alors, en Espagne, la plupart du temps, dans les villages, les cimetières sont à l'extérieur et un peu au milieu de nulle part. Donc mon village, on prend la petite voiture pour sortir. C'est à aller une demi-heure à pied en fait, donc 5 minutes en voiture. Et le cimetière, qui est très agréable, se trouve au milieu des orangers, juste à flanc de montagne. Un coin tranquille, où il n'y a rien. On n'entend rien, on ne voit rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a personne. Donc, on se pose là, on gare la voiture de côté pour si jamais une autre voiture passe. Mais bon, généralement, en pleine nuit, il n'y a pas grand monde qui circule, voire il n'y a personne qui circule, surtout. On s'assoit sans lumière. C'était pas une nuit de pleine lune, hein. C'était une nuit, je crois même une nuit sans lune, puisqu'il faisait quand même assez sombre. On s'assoit, on est là avec notre petite bière, on discute, on entend juste le vent qui souffle très 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 légèrement, parce que c'était vraiment une nuit où il y avait très peu de vent. Donc de temps à autre, petite brise, et même pas assez forte pour faire bruisser les feuilles des orangers. Donc on s'adosse, on s'assoit au pied du portail du cimetière, qui est une portail en fer, et on discute. Forcément, on parle de tout et de rien, puis je sais plus, on discute, je crois qu'il me dit « Ah, tu sais que là à côté, dans cette pièce-là, c'est la morgue, c'est là où on prépare les corps. » Évidemment, toujours le sujet qu'il faut en pleine nuit. Bref, je sais plus, on discute de tout et de rien, je m'en souviens plus vraiment. La première chose déjà qui nous a fait frissonner quand même, c'est qu'on a eu un vent glacial, mais vraiment glacial, qui nous est parvenu de derrière, du dos, c'est-à-dire de l'intérieur même du cimetière, mais vraiment d'un coup. Et puis ça s'est arrêté. Alors on s'est dit c'est normal, on n'est pas très loin de la montagne, ça nous a pas plus étonné. Bon, le corps lui a réagi, j'avais les poils hérissés et j'étais étendue comme une arbalète. Bref, on continue, on se donne du courage, on discute, et d'un coup, nous deux en même temps, on arrête de parler et on entend des bruits de pas. Alors c'était vraiment des bruits de pas des petites pattes de chat ou de renard ou des papates de sanglier, parce qu'il y a quand même du gibier dans l'endroit. Ah non, vraiment les bruits de pas, de quelqu'un qui marche. On s'est arrêté de discuter et les pas se sont arrêtés. Ils ont recommencé, puis ils ont totalement cessé. C'est comme si la personne était arrivée à notre niveau. On s'attendait à voir quelqu'un. On s'attendait à voir quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» ou quelqu'un qui promenait son chien, ou quelqu'un qui était aussi juste parti prendre l'air, même si c'était assez rare à l'époque que les gens sortent de nuit comme ça, surtout vers le cimetière. On s'attendait pertinemment, on était prêt à apercevoir quelqu'un. Seulement, on n'a aperçu personne. On est resté là, alors je ne sais plus si c'était quelques secondes ou quelques minutes, en tout cas on est resté assis là, bêtement, sans parler, sans rien dire, dans l'attente de voir cette personne approcher. Alors on n'a pas entendu les bruits de pas s'éloigner, on les a pas entendus faire demi-tour ou nous dépasser. Les bruits de pas se sont véritablement arrêtés à notre niveau.
Et ça, j'en suis certaine. Et d'un coup, mon pote se retourne vers moi et me dit « Oh, commence à faire frais ?» alors qu'il faisait extrêmement chaud. On n'a qu'à rentrer et on va aller s'écouter un CD. Tiens, je vais te faire écouter mon album de, je sais plus, Metallica ou Iron Maiden, bref. Le truc était surtout de se barrer en fait, illico presto de cet endroit comme des couillons. J'ai dit ok, j'ai pas réfléchi, j'ai dit ok, on s'est levé, on a regardé partout, parce que on commençait quand même à entrevoir, notre vue s'était habituée en fait à la nuit quand même, et la lumière du village au fond nous permettait de distinguer des choses. Mon pote avait une petite lampe torche toute petite dans sa main, et il a éclairé vite fait pour pouvoir retrouver, entre guillemets, le trou de la serrure de la voiture. En fait, c'était surtout pour vérifier qu'il n'y avait pas quelqu'un. Et non, on n'a vu personne. On a pris la voiture, on est redescendu et on a croisé personne sur la route et personne sur le chemin, surtout du retour. Donc s'il y avait quelqu'un, je pense qu'on l'aurait rattrapé facilement avec la voiture, mais on n'a vu personne. Le truc, c'est qu'on n'a rien dit. On est monté dans la voiture, il n'a pas parlé, il a mis la musique et on a roulé illico presto jusqu'à chez lui. On est rentré du coup chez mon pote. On s'est assis, il m'a lancé un CD, le CD s'est mis en marche, et toujours on ne parlait pas. Alors que d'habitude, c'était quelqu'un d'extrêmement bavard, et les moments sans discussion étaient extrêmement rares, mais alors là, je peux vous dire que les minutes de silence se sont enchaînées. À un moment donné, il me regarde, et avec sa petite voix qui signifiait qu'il allait me dire un truc, mais qu'il n'était pas sûr. « Ah, Sabrina, il faut que je te dise un truc. » Tout à l'heure, au cimetière. Et là, forcément, je m'arrête et je le regarde, je fais « Toi aussi, t'as entendu quelque chose ?» Il me dit « Toi aussi, t'as entendu quelque chose ?» J'ai dit « Oui, j'ai entendu quelque chose. » Et il me dit « Des bruits de pas. » Je lui dis « Oui, des bruits de poids. » Il me dit « Mais est-ce que... » Non. Il me dit « J'ai vu personne. » On n'a vu personne. Je lui dis « Mais t'as bien entendu. » On s'est remémoré le truc. Mais toute la nuit, on en a parlé. On n'a pas été foutus. En fait, de sortir de nouveau. On a attendu que le jour se lève. Je peux vous dire que j'ai attendu que le jour se lève. Est-ce qu'on avait vraiment une sale impression. On avait vraiment entendu des bruits de pas qui se sont arrêtés net devant nous et qui ont cessé. Après, il n'y avait plus rien. Alors, forcément, on va me dire, c'était un animal. Ça aurait été un animal, on l'aurait entendu s'approcher et repartir. On l'aurait entendu marcher dans la terre là où il y avait les orangers. Le seul problème, c'est que c'était des bruits de pas, littéralement, pas des papates, parce que ça nous est déjà arrivé d'entendre des petits chats, tac, 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 tac. Voilà, on arrive à distinguer. Mais moi, je reste persuadée que c'était des bruits de pas. Des fameux bruits de pas. Donc voilà. Donc à ce jour, on ne sait toujours pas ce que c'était. Et à ce jour, cette histoire m'a littéralement marquée. Et voilà. Je suis retournée au cimetière, ne vous inquiétez pas, j'y suis retournée plusieurs fois. Je n'y suis pas retournée de nuit. Je pense que je devrais y retourner de nuit un jour. Mais j'y retournerai peut-être, je sais pas moi, avec un cadeau, un pote, quelque chose qui pourrait peut-être... J'arriverai peut-être à découvrir des trucs, je sais pas. Bref. Pourtant, le cimetière en lui-même n'a rien d'effrayant, pas du tout. En plus, la moitié de ma famille y est. Et pour moi, c'est vraiment un endroit qui n'a rien d'effrayant. Donc voilà. Mais bon, voilà, dans le contexte de nuit, tout seul, ça par contre, c'est un peu moins sympa, quoi. Donc en plus, voilà, on était en plein trip de fantômes, machin, et avoir ça le soir même, c'était quand même sacrément flippant, et on s'est littéralement chié dessus, tous les deux. Encore, j'aurais été tout seul, je pense que j'aurais dit c'est mon imagination, etc. Sauf que là, on était deux et que lui, il n'était pas spécialement fanat. Enfin, il adorait ce type d'histoire, mais il y croyait pas forcément. C'était pas trop son trip d'y croire. Il adorait, il aimait bien tout ce qui était film d'horreur, machin, etc.
Et on adorait échanger sur les sujets de fantômes, machin. Il me disait souvent, mais t'y crois, mais t'y crois. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'à force de me poser la question de mais t'y croire, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, bon, bah, tu vas y croire maintenant, oui ou non, merde. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Hein. J'espère que ces petites histoires assez courtes mais sympathiques vous ont plu. On était un petit peu dans la saison de se raconter des histoires assez flippantes. J'en ai encore quelques-unes qui me sont arrivées. Donc je vous en referai la prochaine fois. Je vous raconterai aussi 2 autres histoires. Et voilà. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai pris à vous raconter ça. Et je vous souhaite, tout dépendra quand sortira cette vidéo, je vous souhaite, si c'est le cas, un merveilleux Halloween ou Samhain ou Dia de los Muertos. Si elle sort juste après, j'espère que vos célébrations se sont passées comme vous le souhaitez, sous le signe de la mémoire de ceux qui n'ont plus. Et je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas les oublier, car c'est dans nos souvenirs qu'ils vivent encore. Sur ce, vous pouvez rallumer les lumières et surtout, n'oubliez pas, n'ayez peur de rien.